En Haïti, le président Aristide a démissionné ce matin. Il a quitté le pays pour une destination incertaine. On parle d'Antigua, dans l'île. Scène de violence et de pillage. Port-au-Prince est aux mains de bandes armées. Washington annonce l'arrivée de Marines dans les heures qui viennent. Déjà, des troupes canadiennes auraient pris le contrôle de l'aéroport. La frontière entre la France et l'Espagne est à nouveau accessible aux poids lourds. Depuis plus de 48 heures, des milliers de camions sont bloqués. Le ravitaillement s'est organisé tant bien que mal. Un week-end de galère pour les camionneurs. Le procès de Marc Dutroux s'ouvrira demain en Belgique, dans la petite ville d'Arlon, où sont arrivés des médias du monde entier. 8 ans après les faits et d'innombrables dysfonctionnements dans l'enquête, ce procès a un retentissement très profond dans le pays. La lutte contre l'insécurité routière, avec dès demain l'apparition d'un permis de conduire à destination des jeunes conducteurs qui les mettra à l'épreuve pendant une période de 3 ans. Le permis n'est plus acquis à vie. Ça ne nous aura pas échappé, nous sommes le 29 février, une drôle de date anniversaire pour tous ceux qui sont nés ce jour-là. Voilà, monsieur, bonsoir. En Haïti, sous la pression, le président Aristide a finalement démissionné à l'aube. Depuis la confirmation officielle de son départ, le pays est livré à lui-même. Haïti est aux mains de bandes armées hors de tout contrôle. D'un côté, une apparence de l'égalité avec désormais, comme le veut la Constitution, le pouvoir qui revient au président de la Cour suprême. De l'autre, des violences qui ont éclaté dans le centre de Port-au-Prince, où les milices de l'ancien président ne semblent pas décidées à laisser la place. Dans ce climat d'anarchie, Washington vient de décider l'envoi dès aujourd'hui de troupes américaines qui, dans un deuxième temps, pourraient être intégrées à une force internationale. Florence Bouquilla, Bertrand Coq, Gilles Jacquier. C'est fini pour Aristide. Tôt ce matin, il quitte Haïti, cédant à la fois à la pression des rebelles et à celle de la France, puis des États-Unis. Destination encore inconnue, peut-être l'Afrique du Sud. Dès cette annonce à la radio, les rues de Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, aux mains des rebelles, explosent de joie. Aristide est parti, Aristide est dehors. Pendant que les uns se réjouissent, à Port-au-Prince, la capitale, le Premier ministre commente gravement le départ d'Aristide. Il a dit que c'est pour éviter un bain de sang qu'il a accepté de démissionner avant la fin de son mandat. Comme le prévoit la Constitution, Boniface Alexandre, jusque-là président de la Cour de cassation, devient donc président d'Haïti par intérim. Dans les rues de la capitale, c'est le chaos. Tout le monde, ou presque, est armé. Les partisans d'Aristide, les chimères, contrôlent encore la ville et ils la sillonnent à bord de leur pick-up. Ils participent aussi au pillage, magasins, habitations et même commissariats. Tout et tous deviennent cibles. Pour Guy Philippe, le chef militaire des insurgés, le départ de Jean-Bertrand Aristide est un véritable cadeau d'anniversaire pour lui qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Il y a des problèmes dans la capitale, alors nous y allons pour rendre la sécurité aux gens. Ramener la sécurité, le nouveau pari des rebelles qui avaient accédé à la demande des Américains d'attendre le départ de Jean-Bertrand Aristide avant d'entrer dans Port-au-Prince. En direct de Port-au-Prince, nous vous retrouvons Bertrand Coq. Alors d'abord peut-être un point de la situation à l'heure qu'il est. Y a-t-il encore des scènes de violence et de pillage? La ville est fermée sur elle-même? Oui Béatrice, d'abord vous confirmez l'information que vous donnez Florence Bouquilla, les rebelles du Nord sont bien entrés en ville. Je les ai vus il y a moins d'une demi-heure, ils sont pour l'instant dans les hauts de Port-au-Prince. Ce sont des hommes calmes, bien équipés, manifestement disciplinés. Ils ne sont que quelques-uns, mais ils ont annoncé leur intention de descendre dans le bas de la ville, organiser des patrouilles, essayer d'y ramener le calme. Car effectivement, le bas de Port-au-Prince est toujours livré au pillage. Les supermarchés, toutes les boutiques sont vidées. Telles que je vois les choses, les chimères, les milices du président ont pris acte de ce que Aristide était parti, mais se servent avant d'aller se terrer dans leur bidonville. Revenons, si vous le voulez bien, sur le fil des événements. Comment s'est déroulée cette démission qui semblait au fond inévitable? Oui, rapidement Béatrice, ça s'est passé ce matin, très tôt.
Jean-Bertrand Aristide a signé sa démission chez lui vers 6 h du matin. Et puis il est parti, il a quitté le pays en avion. Ensuite, l'action s'est déplacée au siège du gouvernement. M. Neptune, qui est le Premier ministre de Jean-Bertrand Aristide, a annoncé officiellement le départ du président. Et puis le président de la Cour de cassation a été nommé président par intérim. M. Neptune va rester en fonction encore pendant quelques heures, le temps que M. Boniface, le nouveau président, désigne un nouveau Premier ministre et forme un autre gouvernement. Et tout cela s'est déroulé, et je tiens à vous le dire, en présence de l'ambassadeur de France et de celui des États-Unis. Avez-vous, pour finir, quelques informations concernant la destination de l'ex-président Aristide? Contrairement aux premières informations, son avion n'aurait pas atterri en République dominicaine. Vous pouvez nous le confirmer? C'est ce qu'on dit. On dit qu'il n'est pas en République dominicaine. On le dit à Antigua, une île des Caraïbes, mais surtout en train de se chercher un pays d'accueil. Il semblerait que ni le Maroc ni l'Afrique du Sud n'aient voulu de lui. Merci Bertrand Coq. Les insurgés se disent donc prêts, vous l'avez dit ce soir, à déposer les armes et attendent l'arrivée au plus vite d'une force internationale. Pour l'instant, seules les troupes américaines feraient route vers Haïti. En France, aucune décision n'a encore été arrêtée. La communauté internationale, qui avait beaucoup œuvré en coulisses ces derniers jours pour sortir le pays de la crise, pourrait ajuster le plan de règlement refusé jusqu'alors par le président Aristide. Paul de Genève. 500 marines supplémentaires débarqueront dans les heures qui viennent en Haïti. La réaction des États-Unis ne s'est donc pas fait attendre. Les Américains veulent agir vite. Ils craignent que le pays ne sombre dans le chaos et que le flot des réfugiés ne devienne incontrôlable. Des centaines d'entre eux ont déjà été refoulés par les gardes-côtes. Ces 500 soldats agiraient tout d'abord pour le compte des intérêts américains. Dans un premier temps, seulement, selon George Bush. J'ai donné l'ordre de déployer un contingent de Marines. Ce sera l'élément majeur d'une force internationale chargée de ramener l'ordre et la paix en Haïti. De son côté, l'Elysée, qui a déjà envoyé hier cet avion militaire, a fait savoir que la France était disposée à déployer une force de paix. Proposition déjà évoquée ce matin par Dominique de Villepin en déplacement au Japon. Il faut maintenant que les combats cessent. La France appelle toutes les forces politiques d'Haïti à se rassembler et à participer à la réconciliation nationale. La France est prête à prendre toute sa part dans la mobilisation de la communauté régionale et internationale. Il faut sans retard mettre en place l'aide humanitaire d'urgence. Les États-Unis ont réclamé le vote d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur un soutien international. En Haïti, ce soir, les troupes canadiennes ont sécurisé l'aéroport en attendant le déploiement américain. Ancien prêtre, porte-parole des sans-voix, des plus petits, Jean-Bertrand Aristide faisait figure de libérateur dans les années 90. Après avoir été donc 2 fois contraint d'abandonner le pouvoir, une première fois après un coup d'État militaire, puis réinstallé grâce à l'intervention des États-Unis, il laisse le pays dans un état de corruption et de misère. Et il aura mis en place en quelques années un véritable système de répression musclée. Jérôme Beny. Quel long chemin parcouru par le père Aristide depuis qu'il partit en guerre à la fin des années 80 contre la répression et les privilèges en Haïti. Qu'elle semble lointaine, cette époque où après la chute de la dictature du dernier des Duvalier, Bébé Doc, réfugié avec sa femme sur la Côte d'Azur, le père des bidonvilles chantait la paix et l'amour. Déjà pourtant, Jean-Bertrand Aristide a une double personnalité. Il se lance en politique pour défendre les miséreux, crée le mouvement l'Avalanche, et en décembre 90, il est élu président avec 67% des voix. Mais quelques mois plus tard, quand il se sent menacé, il oublie sa charité chrétienne et encourage la foule de ses partisans à faire subir à ses ennemis le supplice du pneu enflammé. Cela n'empêche pas le coup d'État militaire. Fin septembre 91, le chef d'état-major Raoul Cedras prend le pouvoir. Aristide part en exil. Suivent 3 années d'une répression sanglante. Des milliers de réfugiés interceptés par les gardes-côtes américains sont parqués dans la base de Guantanamo à Cuba. Bill Clinton décide de remettre Aristide en selle. En octobre 1994, le président déchu revient dans les bagages de 20 000 GIs. Novembre 2000, il est réélu à la tête du pays, mais depuis, renouant avec la dictature des années 80, il s'était maintenu au pouvoir grâce à des milices armées.
Fin 2003, l'opposition, qui regroupe beaucoup des anciens partisans d'Aristide, descend dans la rue pour réclamer sa démission. En janvier dernier, pourtant, lors des célébrations du bicentenaire d'Haïti, le président Aristide espère encore arriver jusqu'au terme de son mandat de 5 ans. Mais c'est sans compter sur la rébellion armée qui va le pousser au départ. Au Maroc, depuis 24 heures maintenant, le roi Mohamed VI s'est rendu sur les ruines d'Aloï Semal. Le souverain a annoncé que tous les orphelins seraient pupilles de la nation, l'État les prenant en charge. Aujourd'hui, le roi Mohamed VI s'est rendu dans une petite ville particulièrement frappée par le tremblement de terre, à Imzuren. Le roi qui, malgré le désarroi et la colère des sinistrés des premiers jours faute de secours, a été acclamé. En France, une bonne nouvelle pour les chauffeurs de poids lourds bloqués depuis vendredi à la frontière avec l'Espagne. Depuis la fin de journée, ils ont l'autorisation de reprendre la route. Au total, aujourd'hui, plus de 5000 camions étaient bloqués dans le sud-ouest de la France, d'interminables files de poids lourds à l'arrêt, certains étant répartis sur des zones de stockage où s'est organisé tant bien que mal le ravitaillement. Près de 48 heures de galère. Reportage David Bazier, Philippe Dumail. 18h30, le premier camion bloqué franchit enfin le péage de Biriatou, direction l'Espagne. Une heure auparavant, côté espagnol, le gouvernement autonome basque annonçait à la surprise des autorités françaises ouvrir à nouveau une frontière que tout le monde pensait fermer jusqu'à demain. Nous allons assurer avec les services de la Croix-Rouge un ravitaillement au passage des camions de façon à réguler le flux. L'autorisation de repartir va être progressive, département par département, afin de gérer au mieux le départ de milliers de routiers impatients. À Bénès-Marenne, dans le plus gros des bouchons, on pouvait croiser des enfants de camionneurs et des chauffeurs qui n'avaient plus beaucoup de réserves de nourriture. Fromage, un peu de porc. Lentement ce soir, la 63 se désengorge. Les autoroutes du sud de la France font un geste. Oui, c'est gratté dans ce sens-là, oui. Rien qu'entre l'Espagne et Bordeaux, il y aurait plus de 8000 poids lourds à faire passer. Il faudra sans doute du temps, bien plus que la nuit qui vient. De la frontière espagnole jusqu'à Poitiers, les camions ont donc trouvé refuge où ils ont pu. L'exemple au parc des expositions du lac, dans la banlieue de Bordeaux, qui a été ouvert pour l'occasion. Quelques 400 camions s'y sont garés. À l'arrêt sur différentes aires de stationnement de la Gironde, de très nombreux poids lourds ont été bloqués. Un réseau saturé au niveau des aires de repos, précisent les gendarmes. À Poitiers maintenant, sur le parking du Futuroscope, près de 300 camions ont élu domicile. Dans l'ensemble du département, 700 camions sont répartis sur les différents sites. La circulation devrait reprendre à 22 heures. En Bretagne, maintenant, les chutes de neige de ces derniers jours ont affecté les lignes à haute tension. EDF fait son possible, mais toujours 5000 familles privées d'électricité. Un travail de fourmi, puisque la plupart des maisons privées de courant sont dans des zones isolées. Jacques Deveau, Fabien Delory. Corvée de bois pour Simone et André. Depuis 3 jours, la cheminée est leur unique appareil de chauffage. Dans le hameau du Bignot, les lignes électriques sont à terre. Elles n'ont pas supporté le poids de la neige. Gênant, mais les congélateurs, la lumière, le chauffage. La télé, c'est secondaire, hein, on n'avait pas autrefois, on peut s'en passer de ça. Heureusement pour le Bignot, EDF peut enfin s'occuper du réseau local. Les 80 habitants vont retrouver l'électricité aujourd'hui. À quelques kilomètres de là, des agents interviennent sur une autre ligne. Mauvaise surprise. Oh, il a cassé au pied. Il va falloir composer avec ce poteau cassé. Une perte de temps qui s'ajoute à la difficulté d'accéder au lieu d'intervention. Là, la plupart des champs sont cultivés en dessous, donc les engins ne rentrent pas, c'est trop mou. Ça a un peu gelé en surface, mais en dessous c'est très mou. Donc on va rentrer, mais on va s'enfoncer rapidement, donc obligé de faire à pied. Depuis vendredi, 300 personnes travaillent sur le secteur de Ploërmel. Des renforts indispensables pour répondre à l'ampleur des dégâts. Sur une année, on a à peu près 90 à 100 incidents. Et là, sur les 3 jours, c'était 65 incidents HTA. Sur Ploërmel, vendredi, 45 000 clients étaient privés d'électricité. Ce soir, ils seront moins de 1500. En Espagne, enfin, le mauvais temps s'est installé pour le 3e jour de suite. 9 régions sont toujours en état d'alerte. La neige accompagnée de vents violents a perturbé très fortement la circulation, notamment dans le nord du pays. D'autres pays d'Europe, comme l'Italie, sont également touchés par le mauvais temps et la neige.
Aux États-Unis, un cargo battant pavillon singapourien a subi une très forte explosion. Le pétrolier a coulé au large des côtes de Virginie. 3 morts, 18 disparus selon un dernier bilan. Les hélicoptères appuyés en mer par des vedettes ont permis de sauver une partie des membres de l'équipage. C'est demain que s'ouvre en Belgique le procès de Marc Dutroux. Tous les yeux sont braqués sur la petite ville d'Arlon où se dérouleront les audiences dans un palais de justice bien trop exigu pour accueillir l'ensemble de la presse qui couvrira l'événement. Caroline Gauthier, Jean-Marc Nouknouk. Arlon, prise d'assaut par les médias. 250 télévisions, radios, journaux ont installé leur quartier autour du palais de justice. Des médias belges bien sûr, des journalistes de toute l'Europe et puis quelques Russes ou Japonais. Un dimanche très inhabituel pour cette petite ville belge. Certes, l'affaire Dutroux a eu un retentissement international, mais cette déferlante médiatique effraie un peu. C'est jamais qu'une petite ville. Et je crois que le procès et les moyens déployés sont démesurés par rapport à la ville que représente Arlon. Et pourtant, dès ce soir, le procès Dutroux concentre tous les regards. Émission spéciale en direct sur les chaînes de télévision belges, avec notamment la participation de Martine Van Praet et Xavier Magnier, 2 des défenseurs de Marc Dutroux. En cette fin de journée, le maire d'Arlon tente une inspection discrète des installations, mais lui aussi est assailli. L'élu prévoit donc un réveil matinal en ce jour J. Demain matin, ces portes de la prison d'Arlon s'ouvriront pour laisser passer le cortège des inculpés. Au centre, un fourgon opaque et blindé. À l'intérieur, Marc Dutroux, son ex-femme et son complice présumé Michel Lelièvre. 500 mètres à parcourir sous très haute surveillance. Une fois les accusés arrivés, le procès Dutroux s'ouvrira. L'affaire Dutroux a été émaillée de nombreux dysfonctionnements, d'erreurs si coupables qu'elles ont provoqué un véritable séisme politique en Belgique. L'émotion y est toujours très présente et surtout le manque de confiance dans les institutions du pays. Le rappel de ces ratés, de ces faux pas jusqu'à l'invraisemblable évasion de Marc Dutroux, Dominique Verdaillan. Le traumatisme est trop grand. À leur fait exceptionnel, le roi Albert II convoque une table ronde en présence des familles des victimes. Échec de la justice et faillite de l'État sont dénoncés par l'opinion publique et le jugement royal est lui aussi sans appel. De nombreuses erreurs ont été commises et dans les contacts avec les familles des victimes, il y a eu un manque d'humanité. L'affaire Dutroux est une succession de dérapages, de dysfonctionnements et de faux pas. Tout commence en 92. Le 8 avril, Marc Dutroux est remis en liberté. Condamné à 13 ans de prison pour enlèvement et viol, il a purgé la moitié de sa peine. Melchior Wathelet, le ministre de la Justice qui a autorisé cette sortie, est pris à partie. Julie, Mélissa, Anne et Fieux, c'est tout un pays qui porte le deuil de ces 4 martyrs. Écœurement, honte, suspicion sont les sentiments les plus courants. Nous sommes un pays où il y a le plus de politiciens au mètre carré et regardez le comportement. Je suis écœuré, monsieur. J'estime que quand on va arriver au-dessus, qu'on va voir que ce sont les grosses légumes, là, on va arrêter tout. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Retransmise à la télévision, la commission parlementaire va mettre au grand jour les lacunes de l'enquête. Une mésentente évidente et désastreuse entre les gendarmes et les magistrats, des perquisitions qui ont été menées à la légère et des informations qui n'ont pas circulé entre services. Il faut bien vous imaginer, monsieur, que tout le monde peut suivre ce que vous avez dit maintenant et que ça peut aggraver la crise dans laquelle nous sommes. Après 16 mois de travaux, les parlementaires condamnent la police et la justice, mais aucune mise en cause personnelle et aucune sanction ne suivront. Démarche assurée, déterminée, le juge Jean-Marc Conrot est décidé à aller jusqu'au bout de son instruction. Mais il commet un faux pas le 21 septembre. Il a partagé un plat de spaghettis avec les parents des fillettes. Jugé parti, le magistrat, malgré un impressionnant soutien populaire, est dessaisi du dossier le 14 octobre. Pour les parents, c'est une épreuve de trop. C'est comme si on crachait sur leur tauve. C'est pareil. La justice est condamnée par tout un peuple. Les Belges défendent leur héros, le juge Conrot. Les pompiers arrosent le palais de justice comme pour le laver de tous ses maux. Les étudiants descendent dans la rue. Les ouvriers se mettent en grève. La justice, elle est malade. Elle est malade comme toutes les institutions publiques. Et c'est le moment de faire un nettoyage là-dedans. On est jeune,
et c'est pour notre avenir qu'on fait ça. C'est pas pour s'amuser, pour rater l'école ou n'importe quoi, c'est pour notre avenir. On entend déjà dire que c'est le système qui est le coupable. Alors nous, ce qu'on aimerait bien dire, qu'on mette le système en prison, alors. Avril 98, l'impensable. L'homme le plus surveillé de Belgique s'évade du palais de justice de Neuchâteau. Les Belges vivent de nouvelles heures noires. Certes, la cavale de Dutroux ne dure que 3 heures, mais ce nouvel impair est dévastateur. C'est une nouvelle histoire belge grotesque qui ridiculise notre pays, qui n'en demandait pas tant dans cette course au ridicule, franchement. Vous voulez rien dire, monsieur de Clercq? C'est encore trop tôt. Conséquence, le départ immédiat du gouvernement, du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. En tant que gestionnaire du système, nous devions tirer la conclusion de l'échec de celui-ci. Ce qu'il est triste de constater, c'est qu'il n'y a que 2 ministres finalement qui ont remis leur démission, mais c'est tout le gouvernement qui devait sauter. Dernier avatar, la goutte d'eau. Marc Dutroux s'exprime dans une émission d'une télévision flamande. Un journaliste a réussi à s'introduire avec la complicité d'un sénateur dans la cellule du prisonnier. Dutroux y défend la thèse du réseau. C'est une nouvelle claque pour les institutions, mais c'est aussi un record d'audience. Moi, je reconnais que j'ai gardé Julie et Mélissa chez moi, donc je ne suis pas innocent. J'ai gardé Anne chez moi, je ne suis pas innocent. J'ai jamais dit que j'étais innocent. Mais il faut que chacun ait sa part de responsabilité. Demain, 4 accusés seront dans le box, mais le procès sera aussi celui de la police et de la justice. Et 8 ans plus tard, la confiance ne semble pas être revenue. À l'heure actuelle, malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement, 67% des Belges n'ont pas confiance dans leur justice. C'est quand même extrêmement grave. Un monument improvisé au palais de justice de Bruxelles, à la mémoire des victimes de Dutroux et des enfants disparus, symbole d'une Belgique traumatisée. En direct d'Arlon, nous vous retrouvons Dominique Verdaillan, 8 ans après les faits, sans aucun doute sur la culpabilité de Marc Dutroux. Que peut-on attendre au fond de ce procès ? Écoutez, beaucoup, si on en croit le nombre de médias, de mémoires de chroniqueurs judiciaires, on n'a jamais vu une telle organisation médiatique, j'allais dire un show médiatique. En tout cas, c'est plus que lors du procès du président Milosevic à La Haye. Beaucoup aussi du côté de la défense apparemment, puisque aujourd'hui Marc Dutroux a fait savoir qu'il allait pendant son procès charger l'un de ses co-accusés, Michel Nioul, celui qui incarne justement la thèse du réseau. Pas grand-chose en revanche du côté des principaux intéressés, à savoir les parents des victimes. Ils seront très peu nombreux demain au palais de justice d'Arlon. Certains d'entre eux ont dit qu'ils ne participeraient pas à ce qu'ils appellent une mascarade, à un cirque. Alors les attentes des familles, mais aussi de l'opinion publique, c'est une sorte de plaidé coupable, de mea culpa des enquêteurs, des magistrats, des juges d'instruction devant cette somme de dérapage. La Cour, elle est saisie simplement de faits criminels, de l'éventuelle culpabilité de 4 personnes. On juge Marc Dutroux, pas les institutions. Alors question, la justice belge d'aujourd'hui va-t-elle faire oublier la justice belge d'hier ? Nous verrons. Merci Dominique Verdaillan. Nous vous retrouvons bien sûr demain. La lutte contre l'insécurité routière avec dès demain lundi l'apparition d'un permis de conduire à destination des jeunes conducteurs qui les mettra à l'épreuve pendant une période de 3 ans. Le permis n'est plus acquis à vie. Cette mesure est nécessaire mais pas suffisante, répondent certaines associations. Laurent Di. Une carcasse démantibulée et 5 jeunes âgés de 16 à 20 ans qui trouvent la mort. C'était en octobre, un accident dû à un abus d'alcool. Pour limiter ce genre de drame, le gouvernement met en place à partir de demain un nouveau permis, 6 points seulement pour un conducteur novice. Et on lui dit, vous aurez les 6 autres points, donc la totalité du capital, à l'issue d'un délai de 3 ans, si, et seulement si, vous ne commettez aucune infraction. Sinon, le conducteur repart pour une nouvelle période probatoire de 3 ans. Et s'il perd les 6 points, le permis est alors invalidé avec interdiction de le repasser pendant 6 mois. Enfin, certaines infractions graves entraîneront la perte automatique du permis de conduire. La conduite avec une alcoolémie de plus de 0,5 g ou après une consommation de stupéfiants, mais aussi le délit de fuite ou une récidive de grand excès de vitesse. Des mesures plutôt bien acceptées que certains voudraient voir complétées par des aides financières. Cette bourse serait pour des jeunes qui n'ont pas les moyens financiers de dépasser les 20 heures de conduite, c'est-à-dire les forfaits qu'on offre en auto-école. Donc ces jeunes, grâce à cette bourse, pourraient prendre des heures supplémentaires dont ils ont besoin pour leur sécurité et pour celle des autres.
Des conducteurs qui seraient donc mieux formés, qui risqueraient moins de rater le permis ou de le perdre, et qui n'iraient donc pas rejoindre les 700 000 personnes estimées qui conduisent en France sans le permis. Accident de voiture à un passage à niveau, pourtant passage à niveau gardé dans le Pas-de-Calais. Une voiture est entrée en collision avec un TER. Les 2 passagers du véhicule ont été grièvement blessés. Une enquête a été ouverte. À 3 semaines des régionales, l'UDF tenait aujourd'hui sa convention à Tours avec sur place les têtes de liste régionales, photos de famille autour de François Bayrou, qui considère que son parti ne peut accepter que le pays, je cite, glisse vers l'abîme. L'UDF joue la carte du changement. Hélène Hugues et Edmar Banis. Des candidats qui se voient déjà président de région. Vive le président Bayrou, qui vive 100 ans. À 3 semaines du premier tour des élections, l'optimisme est de rigueur à l'UDF. En rang serré autour de François Bayrou, les 16 têtes de liste UDF autonomes ou régionales, leur objectif, capter les voix des déçus de droite comme de gauche, empêcher qu'elles n'aillent vers les extrêmes. Nos forces sont ce qu'elles sont. Mais nous ne pouvons pas accepter que notre pays glisse ainsi de déception en déception vers l'abîme. Nous décidons de proposer qu'il se redresse. Nous décidons de proposer un changement. Des centristes de plus en plus critiques à l'égard de leur partenaire, la toute-puissante UMP, et ce malgré la mise en garde du seul ministre UDF du gouvernement. C'est vrai que le premier tour est difficile et que le premier tour est bien engagé pour l'UDF et pour la famille centriste. Mais nous avons le devoir de penser également au deuxième tour. Et donc, quelque part, nous avons les uns et les autres aussi à savoir saluer le travail qu'a fait le gouvernement. L'UDF ne préside aujourd'hui qu'une seule région, Rhône-Alpes. Elle espère en gagner au moins 2 autres, l'Aquitaine et l'Île-de-France, et ainsi changer le rapport de force à droite. Lionel Jospin était à Lens hier soir pour assister à un match de football. On retiendra les quelques commentaires politiques de l'ancien Premier ministre. Je vous propose de l'écouter. Les Français ont l'occasion de s'exprimer depuis 2002. Bon, ils ont vu ce qui s'est passé en 2 ans, quelle est la politique qui est conduite. Il n'y aura pas d'autres élections, il y aura les européennes bientôt, mais sinon il n'y aura pas d'autres élections avant 2007. Donc s'ils ont envie de faire passer un message, c'est maintenant, quoi. Gros plan sur la Bretagne, une région, vous le savez, qui est traditionnellement à droite, mais les jeux ne sont pas faits. Un des thèmes porteurs repris par la plupart des candidats, le désenclavement. Émilie Lançon, Patrick Voix. La Bretagne, en quelques mots, pour la droite, c'est... Une Bretagne dynamique, solidaire, accessible et attractive. Vu par la gauche, cela donne... Plus solidaire, à mon avis plus gai, plus dynamique, plus festif parce que plein d'espoir. Pas facile de s'y retrouver et le duel s'annonce serré. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, les différences sont bel et bien là. C'est du bien, ça rachale. Ça réchauffe en breton. Le duc de Rohan ne fait pas de manière. Président UMP sortant, il veut avant tout désenclaver la Bretagne et se félicite d'y avoir facilité l'accès à Internet. Tout le territoire breton est aujourd'hui relié au réseau à haut débit. Et c'est une performance que dont peu de régions peuvent se prévaloir. À gauche, Jean-Yves Le Drian, ancien prof d'histoire, insiste sur le social et le mieux vivre en Bretagne. Le président sortant et la majorité de droite n'aident pas le logement social dans les villes. Elle n'aide le logement social que dans les campagnes. C'est une volonté politique qui manque et les principales victimes sont les jeunes. Mais certains entendent compliquer le jeu, comme Bruno Joncourt, à droite de l'image, candidat UDF. Sa présence énerve à l'UMP et inquiète à gauche. L'UDF est un partenaire qui, sur le plan social, peut en quelque sorte gêner ceux qui, à gauche, considèrent souvent qu'ils ont l'exclusivité dans ce domaine. Traditionnellement bas en Bretagne, le Front National pourrait lui aussi réserver des surprises et accéder au second tour. Le salon de l'agriculture avec d'actualité la crise du vin, l'occasion pour les viticulteurs de mobiliser en proposant de sortir de la loi Evin les boissons agricoles. Laurence Dechaire, Frédéric Faure.
Les consommateurs sont là, mais la consommation n'y est plus. Les dégustations de vin ne manquent pas sur le salon de l'agriculture, mais les ventes continuent de diminuer en France. Alors quand on attaque leur publicité, pour les viticulteurs, la coupe est pleine. Les vignerons sont en colère parce qu'ils ont de plus en plus, ils ont leurs difficultés conjoncturelles, économiques, comme tous les secteurs. Mais se lever le matin en disant on va encore me prendre pour un tueur ou me prendre pour un dealer, ben ça les gens, ils peuvent plus. De toutes les régions, on ne peut plus le supporter. Après la campagne de pub pour les vins de Bourgogne, c'est celle des Bordeaux qui est mise en cause pour manquement à la loi E20. Les manifestations se sont multipliées cette semaine, les vignerons réclament une exception pour le vin. On ne peut plus boire, on ne peut plus déguster, on ne peut plus... La peur du gendarme, il faut que l'on puisse nous promotionner pour faire connaître à toutes ces nouvelles générations que le vin, c'est pas de l'alcool, c'est la géographie française, c'est les terroirs. Une exception qui pourrait prendre la forme d'un amendement à la loi E20. Les consommateurs sont partagés. Le consommateur est adulte. Je crois que la publicité, on la vit tous les jours pour n'importe quel produit et on est à même de faire la part des choses. Je ne bois pas d'alcool fort par exemple, j'apprécie pas ça, j'aime beaucoup le vin. Mais un excès des deux peut amener les mêmes conséquences dramatiques, spécialement sur la route. Les viticulteurs et le ministre de l'Agriculture, Hervé Guémard, ont rendez-vous mercredi prochain, loin des festivités du salon, pour tenter de trouver un terrain d'entente. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 29 février, une drôle de date anniversaire pour tous ceux qui sont nés ce jour-là. Illustration Frédéric Monteil et Olivier Robert. Joyeux anniversaire. 40 bougies sur le gâteau, un refrain bien connu, et pourtant, rien d'évident pour Laurence Candel. Née le 29 février 1964, elle ne peut vraiment souffler ses bougies qu'une fois tous les 4 ans. Quand j'annonçais que j'étais née le 29 février, il y en a qui me disaient mais non, ça n'existe pas le 29 février. Ou d'autres me disaient mais alors t'es plus jeune que nous, tu le fêtes que tous les 4 ans, donc tu prends un an tous les 4 ans. Ou alors ils me demandaient quand est-ce que je le fêtais, si je le fêtais avant, après, c'était plus une histoire de, on va dire, technique. Et oui, une année bissextile, c'est toujours un peu technique. Et quand on feuillette le calendrier, on s'aperçoit en remontant le temps que c'est Jules César lui-même qui a réformé le premier tous les jours de l'année. À l'époque de César, les saisons étaient décalées de 90 jours avec le calendrier. Donc en 46 avant Jésus-Christ, César décide de réformer le calendrier, il bouleverse tout et il crée le calendrier quasiment tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Mais les hommes n'ont jamais réussi à se caler parfaitement sur la course du soleil. Aujourd'hui, une année compte donc 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. Résultat, une fois tous les 4 ans, on déborde, ça nous vaut une journée de rattrapage, le 29, et pour Laurence, enfin, un anniversaire en temps réel. En marge de toutes les grandes compétitions de ski professionnel, il existe un championnat de France des familles. Chacun peut y participer. Les qualifications ont lieu actuellement dans de nombreuses stations de ski. À l'Alpe d'Huez, Didier Guyot, Thierry Monnier. Le papa descend. Allez papa! Il arrive jusqu'en bas et son arrivée déclenche le départ de la maman. Allez maman! Quand elle arrive en bas, c'est le départ de l'enfant et c'est l'enfant qui détermine quelle est la famille gagnante. Affrontement sportif et surtout familial pour une vingtaine de familles françaises. Ici, on ne retrouve que des amateurs amoureux de ski et qui viennent en équipe chercher une victoire. On aime la montagne, on y va en famille, on skie en famille, on se retrouve sur le stade en famille, donc s'il y a une compétition en famille, on l'a fait. Dossard, top départ, chronomètre, juge arbitre, tout y est presque comme des professionnels. Ces familles sont là en vacances à l'Alpe d'Huez et les voici partis à 3 en slalom parallèle afin de se mesurer aux autres. Mon fils en fait, mon mari en fait, mais pas moi. Et ils m'ont inscrit. Et c'est angoissant? Ça se voit pas. J'en tremble encore. La plupart des familles rêvent de gagner, mais on est surtout là par jeu, heureux de se retrouver ensemble, ski au pied et pendant quelques instants dans la peau d'un champion. Ça fait une semaine qu'ils nous tannent pour s'inscrire, donc ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait de slalom, et on s'y est remis aujourd'hui. On s'est inscrit à la flèche à midi pour s'entraîner, et juste pour faire plaisir aux fils. Ce week-end, 3 familles ont été sélectionnées pour la grande finale qui aura lieu le week-end prochain en Maurienne, dans la station du Corbier. Les victoires de la musique avec le succès de la nouvelle génération. Mickey 3D, Calogero, Carla Bruni et Kyo sont au palmarès. Olivier Lenuza, Hervé Bozo. Mais ils m'ont donné le prix, j'en
reviens pas. Incrédule, Carla Bruni, J'en reviens pas. tout comme Kyo. Si on se rendait compte, je pense qu'on pèterait un câble, mais là on est là, on a notre trophée, on se voit, c'est cool, il est bien, le tien, c'est quoi? Moi c'est le meilleur album, et toi? Ouais, moi Ils ont à peine 25 ans et 3 victoires plein les mains. Le triomphe de la jeune génération. Calogero, artiste de l'année. Je me considère un peu comme un artiste de toute façon. Et j'ai la notion des aînés, j'ai le respect des aînés quoi. Le respect des aînés. Le combat des idées, Mickey 3D, 3 récompenses. Et ça c'est bien de le dire. Et un souhait. Que tous les intermittents, dont 90% sont des gens de la France d'en bas, soient enfin pris en compte et puis que dans ce pays on s'occupe enfin des gens de la France d'en bas. Voilà, merci. Sanseverino, lui, s'adresse au gouvernement. On vous propose un autre protocole, lisez-le quoi s'il vous plaît. Cette contre-proposition, je la faisais étudier par mes services. D'ailleurs, l'étude est actuellement en cours, elle me sera rendue en début de semaine. Tenue de soirée pour la poupée de son Émilie Simon, symbole de la nouvelle vague. C'est au-delà de ce que j'avais imaginé. Je suis fier d'appartenir au paysage musical français. Je vais retourner à la réalité, mais ce soir je vais avoir le melon là, pendant quelques heures. Je n'étais pas de celles à qui l'on fait la cour. Moi j'étais de celles qui sont déjà d'accord. Et puis il y eut Pascal Obispo, des années qu'il attendait ce trophée, lui, le plus jeune de la génération précédente. Merci. Aux États-Unis, la fête du cinéma, la cérémonie des Oscars dans quelques heures à Hollywood. Le rendez-vous de toutes les stars qui défileront sur le tapis rouge. Donné grand favori, Le Seigneur des Anneaux avec 11 nominations parmi les vedettes présentes. Tom Hanks, Sting ou encore Renée Zellweger. Sorti mercredi prochain sur les écrans de Feu Rouge avec pour la première fois réunis à l'écran Carole Bouquet et Jean-Pierre Daroussin, un thriller français adapté d'un roman de Simenon transposé des États-Unis des années 50 à la France d'aujourd'hui. Marie-Jo Jouan et Marine Vincent. Alors qu'Hélène et Antoine vont chercher leurs enfants en vacances dans le sud, Antoine, exaspéré par les embouteillages, décide de quitter l'autoroute. Furieuse? Moi? Bah oui, toi évidemment, de qui veux-tu que je parle? Avoue que t'es furieuse parce que j'ai eu l'audace de ne pas suivre cette petite flèche et qu'on va faire un détour de quelques kilomètres. Un chemin de traverse qui va révéler au propre comme au figuré la crise profonde, existentielle que vit Antoine le mari. Quand même quelqu'un qui cherche à se faire aimer, qui cherche à reséduire, qui cherche qui veut retrouver sa dignité et l'estime de lui-même. Là où il s'enfonce, il n'avait pas prévu évidemment tout ce qui allait lui arriver. Tu descends de cette voiture, je continue toute seule. Hélène part seule dans la nuit. À la radio, on apprend qu'un dangereux criminel s'est évadé. Le film tourne au polar noir. La descente aux enfers commence. Monsieur Dunant, vous m'entendez? C'est un très beau film sur la difficulté de vivre ensemble, sur l'attirance qu'on a, homme ou femme, pour le désastre, pour le chaos, pour l'enfer. Pourquoi est-on autodestructeur? Pourquoi tout d'un coup on abîme quelque chose qu'on aime? Une histoire adaptée d'un roman de Simenon avec la route pour décor et l'habitacle de la voiture pour abriter le huis clos, joué par un couple d'acteurs inédits au cinéma. L'association Carole Bouquet, Jean-Pierre Daroussin, il fallait y penser. Cédric Kahn a relevé le défi. À l'écran, cela devient une évidence. C'est toujours un peu dérisoire de voir des gens ensemble. Quand on connaît par où ils sont passés, quand on connaît leur histoire. Quand vous regardez une photo de vos grands-parents qui sont en train de sourire à l'objectif, et que si vous saviez leur vie, peut-être que vous la verriez autrement. Alors, si vous vous trouvez pris dans les embouteillages, ne vous fiez pas aux apparences. Observez bien autour de vous et imaginez le pire. Ainsi se termine ce journal. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko. 20h50, Jackie Brown de Quentin Tarantino. 1h, le dernier journal, le journal de la nuit avec Jean-Claude Renaud. Demain, 7h40, dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit Michel Vauzel. 13h, Daniel Bilalian. 20h, Carole Gessler. Et puis demain soir, la 100e de Mots croisés d'Arlette Chabot. 2 thèmes, le procès du trou, comment un fait divers devient une affaire d'État. Et puis la pollution et les pesticides, quel risque pour notre santé. Débat avec Hervé Guémard, Philippe Devillé et Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.